Bonjour Bertrand Réau. Bonjour. Alors, ce sont les premières vacances post-Covid. En tout cas, on a appris à vivre avec. On nous dit que la saison est déjà excellente. Est-ce que c'est le retour au monde d'avant, c'est-à-dire à la surfréquentation touristique? Alors en effet, on peut se poser la question, puisque la saison s'annonce particulièrement bonne. Néanmoins, plusieurs éléments font qu'on voit que la crise est quand même passée par là. La première, c'est que bien évidemment, on l'a vu au niveau de l'emploi, l'emploi touristique, des difficultés très importantes de recrutement. Et puis, on voit aussi qu'un certain nombre de lieux commencent à justement mettre en place aussi des protocoles pour pouvoir limiter la surfréquentation touristique. Donc on va dire qu'il y a quand même des éléments qui sont différents par rapport au monde d'avant. Alors justement, cette surfréquentation touristique, on a vu par exemple cet été l'accès aux calanques de Marseille qui a été limité. Cette régulation des flux touristiques, concrètement, quels exemples vous avez? Est-ce qu'effectivement c'est une tendance de fond? Alors cette régulation, elle a commencé à être réfléchie avant la crise Covid, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est un enjeu majeur dont se sont saisies, par exemple, des grandes villes comme Amsterdam ou encore Venise. Barcelone aussi. Barcelone, bien évidemment, et puis des réflexions sont menées aussi à Dubrovnik. Enfin, des grandes villes qui ont connu, en fait, après une politique d'attractivité touristique très forte, une surfréquentation qui pèse à la fois sur les populations locales et sur, bien évidemment, l'environnement et l'écologie. Et comment les autorités régulent ces flux touristiques? Alors, il y a plusieurs choses. À Venise, va être mis en place, par exemple, à partir de janvier de l'année prochaine, un droit d'entrée, donc voilà, avec un quota de nombre de personnes qui pourront visiter et avec, bien évidemment, une prime à ceux qui restent plus longtemps que ceux qui viennent juste une journée. Donc, il y aura tout un système, en fait, de paiement qui sera effectué pour justement limiter et contrôler les éléments. À Amsterdam, c'est encore plus rigoureux puisqu'ils veulent complètement réaménager le quartier qui était notamment attaché à des boutiques de souvenirs pour refonder complètement finalement le centre autour d'autres enjeux que touristiques. Est-ce qu'il y a un développement du tourisme plus écologique, du tourisme local, ou là encore, c'est le retour au monde d'avant? Alors le tourisme local ou le tourisme écologique, alors on en entend beaucoup parler, on en a entendu beaucoup parler aussi pendant la crise Covid, pendant le moment où justement on ne pouvait pas aller plus loin, donc avec ces enjeux de relocalisation du tourisme, ces découvertes de lieux différents, que ce soit la montagne, la campagne, etc. En fait, on voit que globalement les tendances restent quand même assez stables et que ce tourisme, s'il a connu un pic ponctuel, n'est pas forcément ancré dans les habitudes de long terme. Alors, est-ce qu'il y a des vacances de gauche et des vacances de droite? Alors là, c'est très difficile à dire puisque déjà parce que les frontières forcément ont été largement retravaillées, rebattues ces dernières années en matière politique. Après, on peut se poser la question effectivement plutôt des valeurs qui sont attachées à certaines formes de pratiques touristiques, qu'elles soient de l'ordre plus de sensibilité plus ou moins écologique ou de sensibilité plus ou moins humaniste, on dirait, hein, avec les formes de tourisme plus solidaires ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est très difficile de trancher comme ça, je dirais, les formules de vacances. Alors, parlons de mixité. On dit tous égaux en maillot de bain. Alors, à part la plage, est-ce que les catégories plus aisées se mélangent davantage en vacances avec les catégories plus populaires? Alors, on a beaucoup parlé de distanciation sociale ces dernières années. Or, si on prend le vrai sens de cette distanciation sociale, c'est vraiment le fait que les groupes sociaux se mélangent très peu, finalement. Les groupes sociaux se mélangent très peu, à la fois par rapport aux destinations touristiques, par rapport aux formules Donc, à de chacun voyage. ses lieux de villégiature. Chacun va quand même aller dans des formules spécifiques avec des mélanges qui sont très relatifs, qui s'opèrent plus, bien évidemment, potentiellement, pendant les périodes estivales dans certains éléments. Par exemple, on peut penser à des clubs de vacances, vous avez mentionné la plage ou des choses comme ça. Mais même les plages, vous savez, il y en a aussi de plus en plus qui sont privatisées ou qui donnent lieu à des lieux vraiment très restrictifs. Et vous dites tous égaux en maillot de bain, ce n'était pas le cas avant. Je crois que ça n'a jamais été le cas, en fait. Les vacances sont un haut lieu de la distinction sociale où les gens, finalement, même en maillot de bain, finalement, reproduisent les différences sociales du monde ordinaire. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas d'unicité par rapport aux pratiques. Lorsque, par exemple, le Club Méditerranée lance ses villages au début des années 50, c'est très distinctif de partir aux Baléares dans une formule tout compris, en train, et puis d'avoir des hommes et des femmes qui vont loger au même endroit.
Alors que pour les catégories plus populaires, évidemment, l'accès même à la plage est aussi un facteur de distanciation sociale aussi. Alors, bien évidemment, les classes populaires sont les plus affectées déjà par les difficultés pour partir en vacances. On va en parler, oui. Voilà. Et donc, par rapport à cela, bien évidemment, c'est déjà une première barrière. Mais surtout, je crois que ce qui est intéressant, puisque vous mentionnez la plage, c'est qu'il faut avoir en tête qu'on apprend à partir en vacances. Et c'est tout un processus de socialisation qui peut paraître inné, mais qui ne l'est pas, en fait. Alors on va y revenir. Mais alors vous dites aussi que les 30 glorieuses ont permis une démocratisation des vacances, mais depuis 30 ans, ça stagne. La proportion de Français qui ne partent pas en vacances évolue assez peu. La faute à quoi? La faute à qui? Aux politiques? Alors, c'est un vrai enjeu, en fait. On voit effectivement que l'augmentation quantitative des départs en vacances a pu se faire largement durant les 30 Glorieuses. Et on a atteint une espèce d'effet de seuil de 60% de partants, à peu près. Bon, alors là, des chiffres toujours à discuter. Et 40% de non-partants. Mais ce qui est important, je crois, de voir, c'est qu'il y a non seulement le fait de partir en vacances, mais il y a aussi la différence de partir une fois, plusieurs fois, et dans des formules plus ou moins diversifiées. Et là, on voit que les inégalités sont encore plus flagrantes, c'est-à-dire que lorsque l'on prend par exemple le nombre de départs par catégorie sociale, eh bien, on voit que les cadres partent 3 fois plus que les ouvriers et 6 fois plus lorsqu'il s'agit du voyage à l'étranger en dehors de la famille proche. Donc on voit des écarts qui sont importants. Mais ce qui est intéressant, je pense, à avoir aussi en tête, c'est que finalement les vacances s'inscrivent dans des modes de vie. Et donc séparer artificiellement les vacances du reste de l'année est vraiment un vrai problème. Oui, vous soulignez le fait que, par exemple, pour la prise en charge des enfants, il y a encore une différence entre la prise en charge pendant le temps extrascolaire, donc pendant l'année, et puis pendant les vacances, où là, finalement, le pouvoir politique ne s'occupe pas vraiment de la prise en charge des vacances des enfants. Alors, il ne s'occupe pas, disons, en termes de réflexion de politique globale, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place, bien évidemment. Il y a eu, même ces dernières années, des choses comme les vacances apprenantes, des choses comme ça, qui sont des aides, en fait, au départ, pour les enfants et pour des familles les plus démunies. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en fait, ces aides sont toujours des aides ponctuelles, qui s'inscrivent dans des politiques sociales spécifiques, et qu'il n'y a pas de pensée globale, finalement, sur les enjeux même de ce que sont les vacances. Et puis, je dirais, sur les effets que ça produit sur les familles, sur le lien social, sur le rapport à la société, sur l'intégration sociale, qui sont en fait des enjeux plus globaux. Parce que justement, vous dites que finalement, l'État n'a plus mis les vacances à son agenda politique, c'est ça ? Alors, on peut effectivement constater que depuis maintenant presque 40 ans, on est passé d'une politique finalement où il y avait à la fois une politique économique d'aménagement du territoire, notamment pour le tourisme, avec un soutien à un certain nombre de secteurs associatifs pour pouvoir encourager les départs en vacances. Les VVF, par exemple. Tout le tourisme social, des choses comme ça, à une politique beaucoup plus individualisée qui se caractérise notamment par la mise en place des chèques vacances et qui finalement reporte beaucoup plus, marque un désengagement finalement de l'État dans ce qui serait une politique publique globale et une délégation beaucoup plus au niveau local. C'est-à-dire que beaucoup maintenant, ce sont les collectivités qui vont prendre en charge, notamment, vous parliez des enfants, qui vont prendre en charge les loisirs des enfants, les centres de vacances, etc., avec toutes les inégalités territoriales que ça peut engendrer. Avant, il y avait le ministère du temps libre et vous regrettez que ça n'existe plus. Ça veut dire que finalement, l'État se concentre surtout sur l'aspect économique et puis pas vraiment sur l'aspect social, c'est ça ? Alors, le ministère du temps libre, c'est plus un symbole qu'autre chose. C'était dans les années 80. Voilà, il a existé vraiment de manière très, 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 très courte. Mais en fait, ce qui est intéressant, en tout cas dans l'intitulé, c'est de poser la question en matière de temps, en fait, en matière de temps libre, justement. C'est-à-dire de ne pas couper l'organisation du temps libre quotidien de celui du temps de vacances. Et considérer que, par exemple, quand vous parlez des enfants, c'est quand même un tiers de l'année qui est passé en vacances scolaires. Or, ce tiers, il est utilisé de manière très différente en fonction des groupes sociaux. Et ça a des effets sur l'école. C'est le moment d'apprendre une culture libre. Les vacances, c'est le moment de créer du lien social. C'est le moment de vivre véritablement la culture autrement. Et ça a des effets sur la reproduction sociale, bien évidemment. Parce que justement, vous dites qu'on apprend à partir en vacances. Est-ce que c'est si important que ça de partir en vacances ? On peut aussi rester chez soi.
On peut aussi rester chez soi. Vous parliez de tourisme de proximité. On peut aussi, bien évidemment, faire beaucoup de choses autour de chez soi. On a aussi cette question qui se pose, bien évidemment. Mais toute la question est de savoir véritablement, justement, quels sont les usages sociaux du temps que l'on propose. Il ne s'agit pas de forcément proposer la même chose à tous. Mais en quoi c'est important de partir en vacances? C'est important parce que ça crée plusieurs choses. D'une part, parce que c'est une façon d'apprendre différente du quotidien. D'autre part, pour les adultes, c'est un moment entre guillemets, de soupape, de liberté, et on le voit encore plus là avec les aspirations au départ qui sont très très fortes, même si les contraintes économiques sont importantes. Une soupape essentielle à la fois pour la santé psychique, physique, et puis bien évidemment pour faire société. C'est-à-dire que les vacances sont devenues un tel phénomène social que ne pas partir, c'est aussi être exclu de quelque chose. Rappelons quand même que c'est un droit qui est inscrit aussi dans la loi. Alors, est-ce que le low cost et l'ubérisation aussi du tourisme, on pense à la plateforme Airbnb, est-ce que ça a permis une démocratisation? À qui ça profite, le low cost et l'ubérisation du tourisme? Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, quand on voit Airbnb, tout dépend effectivement, par exemple, où se situe Airbnb. Airbnb, dans les grandes villes, on voit que ça peut être aussi investi par des investisseurs, justement, et poser des problèmes en matière, justement, de logement et d'usage des logements dans des grandes villes comme Paris, comme Barcelone, que vous citiez, etc. Donc, il y a des politiques de régulation qui sont mises en place, alors que dans d'autres endroits, ça peut être utilisé autrement. Et le low cost, ça permet de partir davantage à alors, l'étranger? le low cost, c'est toujours pareil. Ça dépend à quelle période de l'année. Parce que, vous voyez, là, en pleine période estivale, le low cost n'est pas forcément low cost, justement. Et donc, il faut avoir du temps. Il faut aussi souvent être capable d'avoir la possibilité de se rendre dans des aéroports qui ne sont pas forcément très accessibles. Donc là ça encore, profite se quand pose même la plutôt question. aux riches, c'est ça? Tout se pose la question, en fait, de votre localité, d'où vous êtes et comment est-ce que vous avez à la fois du temps et la possibilité de vous servir de ce type d'outils. Merci à vous, Bertrand Réau. On rappelle vos livres: Les Français et les vacances aux éditions CNRS et Sociologie du tourisme, édition La Découverte. Merci à vous, bonne journée. La Merci. suite de Télématin.